Qui c'est qui va ouvrir? J'espère, regarde. Ouais. Non, Tu es prêt? Merci. Donc, première intervention, Marie, si tu veux bien, venir nous lire un extrait de La promesse de l'homme de Romain Gary. Marie Grimaud. Alors attends, je vais te mettre. Première page, les lunettes qui ne sont pas les mêmes. Bon, alors, la mère de Romain Gary voulait faire de son fils un génie. Donc, elle lui a fait essayer des tas de techniques avec des tas de professeurs. La musique, le violon, ça n'a pas marché. La danse, pour devenir un grand danseur, ça n'a pas marché. Et lui propose la peinture. Mais voici ce qui va se passer. Un jour, j'avais alors 10 ans, mon professeur de dessin vint trouver ma mère et lui fit part de son opinion. « Votre fils, madame, a un talent pour la peinture qu'il ne faut pas négliger. » Cette révélation eut sur ma mère un effet tout à fait inattendu. Sans doute la pauvre était-elle trop pénétrée des légendes et préjugés bourgeois en cours au début du siècle. Toujours est-il que, pour une raison ou une autre, peinture et vie ratée allaient ensemble dans son esprit. Elle devait connaître juste ce qu'il fallait des carrières tragiques de Van Gogh et de Gauguin pour être épouvantée. Je me souviens avec quelle expression de crainte sur le visage elle était entrée dans ma chambre, comment elle s'était assise avec une sorte de découragement total devant moi, et comment elle m'avait regardé avec inquiétude et une muette supplication. Toutes les images de la bohème et tous les échos de rapins condamnés à l'ivrognerie, à la misère et à la tuberculose devaient se succéder dans son esprit. Elle finit par résumer tout cela dans une formule saisissante et, ma foi, pas tellement fausse, à bien y penser. Tu as peut-être du génie, et alors ils te feront crever de faim. Je ne sais pas qui elle entendait au juste par ils. Sans doute ne le savait-elle pas elle-même. Mais à partir de ce jour, il me fut pratiquement interdit de toucher à ma boîte de couleurs. Incapable de m'imaginer doué d'un simple petit talent d'enfant, ce qui était sans doute le cas, son inspiration allait tout de suite à l'extrême, et refusant de me voir autrement qu'en héros, elle me voyait cette fois-ci en héros maudit. Ma boîte d'aquarelle eut une fâcheuse tendance à devenir introuvable, et lorsque, réussissant à mettre la main dessus, je me mettais à peindre, ma mère sortait de la chambre, puis rentrait aussitôt, rôdant autour de moi comme un animal inquiet. Regardant mon pinceau avec une consternation douloureuse, jusqu'au moment où, complètement écœuré, je laissais mes couleurs tranquilles une fois pour toutes. Oui. Le Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Joseph Destay est un écrivain pas très connu à l'heure actuelle, mais je vous engage à le découvrir. Il a écrit Les Merveilles, Choléra, Le fleuve amour dans les années 20-30, et puis plus tard La Deltaïrie et Jeanne d'Arc, qui sont vraiment très très magnifiques. Là, c'est une suite de portraits et j'ai choisi celui-ci sur Jean-Jacques Rousseau. De Jean-Jacques Rousseau. Il était une fois un fils de fée qui s'appelait Monsieur Jean-Jacques. Il allait à travers cœurs et champs
à la poursuite de son fol instinct, tirant la langue aux principes et l'oreille aux lois. Il pratiquait un peu l'amour, versait des larmes sous le ciel et comptait tout son cœur aux choses, son cœur, bon et mauvais. Je le vois grand, long, avec un front bleu de violoncelle et d'herbier, ses yeux comme deux astres. Il flamboie à mort dans un visage ruisselant de passion et de pleurs. Une inquiétude rôde, une inquiétude animale et divine sur ses traits d'angoisse éloquente, de superbe faiblesse. Il tremble d'un délicieux tremblement d'assassin. Les beaux esprits sont à ses trousses. Lui, il classe des rhododendrons sous les tuiles dans une chambre qui sent les Alpes. Il palpite dans un halo de sentiments en robe de chambre. Il rêve, incomparablement tendre avec sa bouche charnelle et chaude. Parfois aussi, il gémit, et son gémissement prend l'accent ignoble à ravir une métaphysique en diable d'un dieu empalé par des singes. Il y a de l'Antigone en lui, avec de l'Abélard. Plus émouvant que le saule pleureur me semble le chêne pleureur. Un héros me plaît davantage, tout rompu de défaite, un dieu tout couronné d'épines. Allons, oui, l'essentiel de Jean-Jacques, c'est sa candeur et sa fièvre, le mouvement de son sang dans ses veines, sa veulerie et sa pitié, son port vache, son allure sentimentale, ses rêveries louches, parfois ce pathos chaud comme une bouche, ses furies printanières et sa folle volupté, sa conscience fragile et son cœur au-dessus de tout. C'est ce mépris amer des jugements des hommes, cette désinvolture de solitaire dans une société de pommade et de verre, ce sans-souci d'enfant qui s'en fout, et comment? Cette langue tirée au troupeau de bourgeois et de commis, ses pieds de nez et ses coups de pied, et ses crachats plus éclatants que des oiseaux. Ce qui me plaît en Jean-Jacques, c'est son émoi devant un arbre de Savoie, cette larme pour un rien pur, ce tourment puéril et ces torrents d'extase. Ce qui me plaît, c'est sa poignée de main à Saint-Lambert, c'est la misérable Thérèse, c'est, l'avouerai-je, peut-être même les enfants trouvés. C'est ce pauvre Jean-Jacques qui prend toute mon imagination, tout mon cœur. Ce pauvre Jean-Jacques qui roule son âme dans son cagibi solitaire, parmi des cahiers de musique, avec l'accent de la passion et de l'humanité, cet ami, ce frère. Lire sur la plage. Pas si facile de lire sur la plage. Ça marche? Pas si facile de lire sur la plage. Allongé sur le dos, c'est presque impossible. Le soleil éblouit, il faut tenir à bout de bras le livre au-dessus du visage. C'est bon quelques minutes, et puis on se retourne. On se retourne sur le côté, appuyé sur un coude, la main posée contre la tempe, l'autre main tenant le livre ouvert et tournant les pages. C'est assez inconfortable aussi. Alors, on finit sur le ventre, les deux bras repliés devant soi. Au ras du sol, il y a toujours un peu de vent. Les petits cristaux mi-cassés s'insinuent dans la reliure. Sur le papier grisâtre et léger des livres de poche, les grains de sable s'amassent, perdent leur éclat, se font oublier. C'est juste un poids supplémentaire qu'on disperse négligemment au bout de quelques pages. Mais sur le papier lourd, renu et blanc des éditions d'origine, le sable là s'insinue. Il se diffuse sur les aspérités crémeuses et brille ça et là. C'est une ponctuation supplémentaire, un autre espace ouvert. Le sujet du livre compte aussi. On tire de belles satisfactions à jouer sur les contrastes.
Lire par exemple un passage du journal de Léoto où il vilipende précisément les corps amassés sur les plages de Bretagne. Ou alors lire À l'ombre des jeunes filles en fleurs et renouer avec un monde balnéaire de canotiers, d'ombrelles et de saluts distillés à l'ancienne. Plonger sous le soleil dans le malheur pluvieux d'Olivier Twist ou chevaucher à la D'Artagnan dans l'immobilité pesante de Juillet. Mais travailler dans la couleur est bon aussi, étirer à l'infini le désert de l'Ecclésio dans son propre désert, et dans les pages alors le sable dispersé prend des secrets de Touareg, des ombres lentes et bleues. Mais à lire trop longtemps les bras étalés devant soi, le menton s'enfonce, la bouche boit la plage. Alors, on se redresse, bras croisés contre la poitrine, une seule main glissée à intervalles pour tourner les pages et les marquer. C'est une position adolescente. Pourquoi? Elle tire la lecture vers une ampleur, un rien mélancolique. Toutes ces positions successives, ces essais, ces lassitudes, ces voluptés irrégulières, c'est la lecture de la plage, sur la plage. On a la sensation de lire avec le corps. Attention. Toute cette phrase va me casser les pieds. Tu peux me débarrasser de ça, mais momentanément, s'il te plaît. Oui. Je lis que le premier. Marrakech. Et après les autres, tu me rappelleras. Oui, bien sûr, un seul. C'est la règle. Bon, vous m'entendez là? Je suis allé par 2 fois au Maroc, à Marrakech, dont malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, on parle beaucoup en ce moment. Et à Marrakech, j'ai découvert une grande place qui s'appelle Jemal El Fna, qui veut dire la place de l'Assemblée des Trépassés. Parce que paraît-il, avant, on y coupait des têtes. Et sur cette place, j'ai pas fait la connaissance, mais j'ai découvert un homme étrange, une sorte de derviche tourneur, mais c'est pas, certainement pas ça. Et ça m'a inspiré ce texte. L'homme de Marrakech. Sur la place de Marrakech, assis dans l'ombre du soir, regard d'aigle au long cou, il murmure des mots doux que lui seul semble savoir. Il esquisse des gestes étranges de ses doigts de démon, doigts d'ange, et soudain, il sourit, apostrophe les passants qui s'arrêtent, se moquent, s'écartent, hésitant. Doucement, il tournoie, s'apaise, les regarde au fond des yeux, sans les voir. Il ne l'intéresse pas. Il parle aux dieux. Et ignorant la multitude, se dresse, merveilleux. Ses bras immenses se tournoient vers le soleil, vers les cieux. Sa plainte se creuse, se gonfle, bondit vers l'infini. Autour de lui, la vie s'arrête. Il danse, il rit, il crie. Sa djellaba bleue l'enveloppe, éteint sa voix, sa folie. Las, il s'effondre et prie encore, suppliant tout ce triste, triste monde. Mais voici la nuit qui tombe, et l'aube de ce soir, comme tous les autres soirs, emporte des vagues de chant, de désespoir. L'homme de Marrakech ne murmure plus de mots doux. L'homme de Marrakech n'esquisse plus de gestes fous. Il a souri,
Il est parti, si loin du royaume de cette foule indifférente, éclair de lune qui s'enfuit comme une flèche ardente. L'homme de Marrakech, l'homme de Marrakech. À la médiathèque où on était amené à dire les coups de cœur. Et Michel Bayard avait parlé d'Éric de Lucas. Et j'avais cité maladroitement un poème. Alors pour me faire pardonner, pour qu'il me pardonne. Voici ce poème. Cela s'appelle Un bois. L'amant grave l'arbre de ses initiales, de sa lame il trace un cœur. Mais le livre que j'écris sur mon cahier est cellulose tuée par une scie à moteur. La couverture est pulpe de conifères abattus. Écrivain, plante un arbre pour chacun de vos livres. Redonne des feuilles en échange des pages. Un écrivain doit un bois au monde. C'est un grand honneur pour moi parce que ce texte, c'est sa fille qui est ici, qui me l'a confié, parce qu'elle pensait que l'émotion la prendrait un peu trop. Merci Claire. Des petits riens. Les petits riens de notre enfance, au beau printemps de mes candeurs, petits jouets de l'innocence, calme, calme chagrin, sèche mes pleurs. Les petits riens de nos 20 ans font les émois de notre attente, les cris d'espoir de nos élans, les rêves fous de l'âme ardente. Les petits riens de nos bonheurs sont les parfums de toutes choses. Aux beaux étés de l'âme sœur, discrètement, sèment les roses. Les petits riens de tous les jours se multiplient au fil des âges, voient nos départs et nos retours, nos fronts ridés devenus sages. Là, c'est un moment où il était dans l'enfance et il a eu un gros chagrin et il allait se réfugier dans un gros tas de bois qui représentait un château fort pour lui dans lequel il se glissait. Et là, il était très malheureux, il avait décidé d'en finir. Je me mis en position. Puis, je me rappelais que j'avais dans ma poche un morceau de gâteau au pavot que j'avais volé ce matin dans l'arrière-boutique d'une pâtisserie située dans l'immeuble et que le pâtissier laissait sans surveillance lorsqu'il avait des clients. Je mangeais le gâteau. Je me remis en position ensuite et avec un gros soupir, je me préparais à pousser. Je fus sauvé par un chat. Son museau apparut brusquement devant moi, entre les bûches, et nous nous regardâmes un instant avec étonnement. C'était un incroyable matou pelé, galeux, couleur de marmelade d'orange, aux oreilles en lambeaux, et avec une de ces mines moustachues, patibulaires et renseignées, que les vieux matous finissent par acquérir à force d'expériences riches et variées. Il me regarda attentivement, après quoi, sans hésiter, il se mit à me lécher la figure. Je n'avais aucune illusion sur les mobiles de cette soudaine affection. J'avais encore des parcelles de gâteau au pavot répandues sur mes joues et mon menton collés par mes larmes. Ces caresses étaient strictement intéressées, mais cela m'était égal. La sensation de cette langue râpeuse et chaude sur mon visage me fit sourire de délice. Je fermai les yeux et me laissai faire. Pas plus à ce moment-là que plus tard, au cours de mon existence, je n'ai cherché à savoir ce qu'il y avait exactement derrière les marques d'affection qu'on me prodiguait. Ce qui comptait,
c'est qu'il y avait là un museau amical, une langue chaude et appliquée qui allait et venait sur ma figure, avec toutes les apparences de la tendresse et de la compassion. Il ne m'en faut pas davantage pour être heureux. Lorsque le matou eut fini ses épanchements, je me sentis beaucoup mieux. Le monde offrait encore des possibilités et des amitiés qu'il n'était pas possible de négliger. Le chat se frottait à présent contre mon visage en ronronnant. J'essayai d'imiter son ronron et nous eûmes une pinte de bon temps, en ronronnant tous les deux, à qui mieux. Je ramassai les miettes du gâteau au fond de ma poche et les lui offris. Il se montra intéressé et s'appuya contre mon nez, la queue raide. Il me mordit l'oreille. Bref, la vie valait à nouveau la peine d'être vécue. 5 minutes plus tard, je grimpais hors de mon édifice de bois et me dirigeais vers la maison, les mains dans les poches, en sifflotant, le chat sur mes talons. J'ai toujours pensé depuis qu'il vaut mieux avoir quelques miettes de gâteau sur soi dans la vie si on veut être aimé d'une manière vraiment désintéressée. Alors par contre, je peux me laisser un micro si vous voulez. Je sais pas. On a besoin du micro, ça va? C'est mieux, c'est mieux. Bon, c'est bien. Bon, je prends 2 minutes pour nous présenter. Les Tréteaux de l'Orne, c'est une association de théâtre, une vieille association de théâtre lorraine qui vient de s'installer à Bagneux jusqu'à pas longtemps. Voilà. Et là, on est en répétition et on s'est dit que la scène ouverte que proposait les livres d'enfants, c'était une belle occasion pour lire et partager quelques extraits du texte. Voilà. Alors l'anniversaire, c'est 2 sœurs qui se retrouvent au cimetière pour le premier anniversaire de la mort de la mère. Bon voilà, c'est pas très vendeur, hein, comme je disais au départ, mais ça va être l'occasion pour elles de se retrouver, de discuter, de se reprocher, de parler de la mère, etc. Donc Fabienne, c'est la sœur aînée, c'est celle qui est toujours restée au village et qui a accompagné la mère jusqu'à la fin. Et moi, c'est la sœur cadette, celle qui est partie à 18 ans à la ville, qui est une femme d'affaires et qui n'était pas là à la mort de la mère. Voilà, d'accord. Et donc là, on va vous lire un premier extrait. X. Ouais, on va enlever ça. Je vais prendre le micro à la main aussi. C'est bon. Ouais. Tu as acheté des fleurs en plastique. J'allais pas en prendre des vraies. Avec cette chaleur, dans 2 jours, elles étaient cuites. Je serais venue changer l'eau. T'allais pas venir exprès. Je viens tous les jours. Tu viens tous les jours. J'habite à 2 pas. Puis avec toi qui ne viens jamais, ça fait une moyenne. J'ai pas le temps. Puis la couleur. Le magasin allait fermer, il restait plus que ça. Ah oui, mais quand même. Mais elle s'en fout de la couleur. Tu as le... Je fais pas la tête, je dis juste pour l'anniversaire, des fleurs en plastique bleu, blanc, rouge, ça fait un peu. Un peu quoi? Un peu. Mais du plastique, il y a ça. Regarde, des fleurs en plastique partout. Les gens normaux mettent des fleurs en plastique parce que ça dure plus longtemps. Personne ne vient ici tous les jours pour changer l'eau des fleurs, il y a que toi. Il y a que moi. J'habite à 500 km, je passe ma vie dans les avions. Quand je suis pas dans les avions, je suis dans mon bureau à gueuler après des incapables. J'ai pas le temps de venir changer l'eau des fleurs. Mais je ne te demande pas de venir tous les jours, ni de changer l'eau des fleurs. Je dis juste que pour son anniversaire, tu aurais pu acheter des fleurs. Et c'est quoi ça? Du plastique. Des fleurs en plastique. Si j'avais su, j'aurais rien pris. Comme ça, t'aurais une bonne raison sur la gueule. Mais je fais pas la tête, je dis juste Que j'aurais pu acheter des fleurs. Et bien j'ai acheté des fleurs en plastique. Tu veux des vraies fleurs? Un coup de filet, je le filerai le magasin. Tu veux quoi comme couleur? Que je me trompe pas cette fois. Pourquoi tu cries? Parce que ce que je fais ne va pas, comme toujours. T'avais les acheter toi, comme ça au moins elles auraient été à son goût. Moi, je les aime, les fleurs en plastique. Je n'aime que celles-là, figure-toi. J'aime les fleurs bleues, les fleurs blanches et les fleurs rouges en plastique. Moi aussi, j'aime les fleurs bleues, j'aime les blanches et j'aime aussi les rouges.
C'est juste que mélanger, ça fait un peu... Blanche, ça aurait fait marier. Rouge, ça aurait fait je vous aime. Et bleu, ça aurait fait... Mais ça l'aurait pas fait. J'ai pensé que mélanger, justement, ça aurait fait moins... Moins quoi? Moins. Là, pour le coup, ça fait plus bleu, blanc, rouge. Je vais les jeter, on en parlera plus. Tu plaisantes? Elles sont très bien. Tu les as achetées, on les laisse là. Regarde, elles sont très bien. Elles sont très bien, là. De loin, c'est très bien, on dirait... Elles font presque vraies. Presque. Et puis, elle a toujours aimé le bleu, tu te souviens? Non. Je les trouve très jolies, finalement. C'est horrible. Mais pas du tout, regarde avec l'ange à côté. C'est très joli. C'est pas joli, c'est affreux. C'est pas affreux. Et puis, j'ai vu les mêmes à l'entrée, devant le monument mort. J'ai oublié d'en acheter. Tu les as volés? Empruntés. Tu as volé les fleurs des poilus pour ton anniversaire? Bon, c'est bon ça. Mais comment tu as pu faire une chose pareille? Mais personne ne m'a vu, et puis qui le saura? Mais moi? Elle? Lui? Mais arrête, tu vas me faire peur. Tu as volé les fleurs sur la tombe des enfants morts pour la France, des fleurs offertes par le maire, monsieur Prestavoine. Prestavoine? Il a quel âge? Oui, pour la 5e fois. Il a quel âge? 85. Et tu ne changes pas de sujet, hein? Tu as volé ces fleurs. J'irai en enfer, j'ai compris. Mais tu n'y prends même pas. Tu sais, ce qui me fait le plus de peine, ce n'est pas que tu aies volé des fleurs, c'est que tu aies volé des fleurs en plastique. Tu aurais quand même pu en voler des vraies. Ouais, ben j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Un texte de Joseph Sébastien Pons qui s'appelle la Sureda. C'est quoi une Sureda? La Sureda, c'est de la suberée, c'est-à-dire le lieu planté de chênes de liège. Sureda, le village de Sureda, est entouré de chênes de liège. Voilà. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si je vous vois suffisamment, qui comprend ou parle le catalan? Parfait. Il y en a quelques-uns, c'est bien. Parfait. Pour les autres, il faudra essayer de suivre. Quand Joseph Sébastien Pons écrit son poème La Sureda, la Grande Guerre 14 et 18 vient de se terminer. La Sureda, c'est la suberée, le lieu planté de chênes de liège. La paix est enfin revenue, et dans son poème, Joseph Sébastien Pons nous dit ceci. La paix revenue, faisons une cargolade au cœur de la suberée, loin de tout chemin. Nous dresserons la nappe au pied du romarin, plate et tiède, éclairée par le soleil d'hiver. Et que tous les amis viennent partager l'escargot blotti dans sa coquille poivrée, et qui fasse claquer la langue avec un jet de bon vin. Après, sur un coussin de pierre, sur une yose, dans la pénombre, en lassant la fraîche jeune fille, nous fermerons les yeux, la paix étant revenue. Avec le plaisir de revoir en terre catalane, si entre les troncs et les branchages s'ouvre une clairière d'éclaircie, de revoir le père des sources, al pare de las fonts, ici c'est ça qu'on dit, al pare de las fonts, le père des fontaines, notre canigou bleu. Ja que ha tornat la pau, fem una cargolada al cor de la Sureda, enllà de tot camí. Pararem la tovalla al peu del romaní llis i tèbia pel sol d'hivern il·luminada. I que tots els amics vinguin a compartir el cargol arraulit d'en sa closca pebrada. Que facin, allargant la prima xiritada, claquejar la llengota amb un raig de bon vi. Après, sobre un capçal de llosa, dins l'ombreta, lligam amb nostre braç la fresca minyoneta, mig clocarem els ulls, ja que ha tornat la pau. Amb el goig de reveure, en terra catalana, si entre socs i brancs s'obre la clariana, al pare de les fonts, nostre canigó blau. On va baisser le Pour vraiment l'équilibre. Il faut la j'ai mis place pour y voir surtout. Très bien. Je pense que oui, ça va très bien, ça commence.
Bon, voilà, alors, un petit mot sur Leonardo Padura. C'est un auteur cubain qui est connu dans le monde entier, traduit dans le monde entier, un remarquable auteur qui n'est pas toujours bienveillant avec son pays, qui sait parfois être très critique, mais qui a dit « je ne le quitterai jamais ». Alors là, un des personnages qu'il met en scène dans son livre est dans la Havane, et voilà, on parle un peu du lieu où il est. Arrivé à la lisière du parc central de la Havane, d'où partaient les taxis collectifs pour le quartier du Vedado, il alluma une cigarette et observa le panorama environnant. Dans ce rectangle se trouvaient certains des plus beaux édifices de la ville, et il se laissa charmer par leur architecture d'un éclectisme prétentieux, obstiné à prouver avec une profusion d'arabesques, de colonnes et de volutes combien l'argent et la prospérité avaient régné dans une ville si singulière et équivoque. L'ancien centre galicien, transformé en théâtre et espace culturel, ainsi que le musée des Beaux-Arts, jadis centre asturien, se défiaient de chaque côté du parc, arborant leur richesse comme autant de parfaits témoignages matériels du succès économique de leurs promoteurs. À côté d'eux, les vieux hôtels rénovés, Inglaterra et Plaza, affichaient leur passé glorieux près des édifices du télégraphe et du parc central également restauré. La Manzana de Gomez, un des premiers centres commerciaux au monde, recevait enfin les bienfaits d'une réflexion décisive qui devrait la reconvertir en hôtel de luxe et en ce qu'elle fut jadis, un centre commercial dont les produits seraient désormais vendus dans une monnaie qui demeurait inaccessible pour la majorité des habitants de l'île. Un retour au passé? Il était inquiétant de constater que ce quartier arrogant avait toujours coexisté avec son voisin immédiat, ce territoire délabré où vivait le Murciélago en compagnie. Noirs, chinois, prostituées, miséreux, prolétaires, centeros et namigos. C'était peut-être pour cela que la magnifique structure extérieure des édifices proches du parc central semblait encore plus incongrue à Condé, pas seulement à cause des rues avoisinantes, mais aussi de l'allure des êtres humains et des monstres mécaniques qui circulaient au ras du sol dans le présent horrible. Les vieilles voitures américaines, tant de fois réparées, qui roulaient depuis 50, 60 et même 70 ans, régnaient encore sur ces rues. Leur simple existence défiait les lois du marché, de la mécanique universelle et de l'environnement, avec leur interminable durée de vie transformée en présence bruyante, dont les gaz d'échappement étaient expulsés en grands jets noirs vers les poumons des passants et, en dernière instance, vers ce qui restait de la couche d'ozone. De leur côté, les gens qui circulaient par centaines et par milliers sous le soleil encore meurtrier de septembre, et par milliers à laquelle de leur côté, les gens qui circulaient par centaines et par milliers sous le soleil encore meurtrier de septembre, et à une heure à laquelle ils étaient tous supposés faire les plus grands efforts en travaillant pour un avenir meilleur, semblaient plus usés et flétris que les vieilles Ford, Chevrolet ou Pontiac. Ils se trouvaient comme des fourmis dont on aurait perturbé la fourmilière, vide ou lancement. Ils semblaient plutôt errer que se déplacer dans un but défini. Suants, renfrognés, mal habillés et accablés, ils étaient nombreux à porter un sac en toile ou en plastique, généralement vide. Qui travaille dans ce pays? Pourquoi de plus en plus de gens ont-ils cet aspect déplorable? Où vont-ils? D'où viennent-ils? Il se posait ces questions en observant la foule impétueuse, les gens obstinés à traverser les rues sans regarder, peut-être décidés à se suicider,
ou occupés à examiner le ciment ou la chaussée, comme s'ils espéraient y trouver une manne qui surgirait des entrailles de la terre. Merci. C'est une dédicace aux enseignants de littérature et à leurs élèves. Ma dédicace. Le personnage qui, ce matin-là de mars, entra dans notre classe aux côtés de M. Besançon, le principal, n'avait que la peau sur les os. Homme ou femme, impossible à savoir tant la sécheresse l'emportait sur tout autre caractère. « Bonjour, dit le principal. Madame Jargonos se trouve aujourd'hui dans nos murs pour effectuer la vérification pédagogique réglementaire. Ne perdons pas de temps. Reprenez où vous en étiez et surtout, faites comme si je n'étais pas là. » Laurencin se tordit les mains, inspira fort et, vaillante, se lança. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde dure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Un agneau. L'agneau est associé, vous le savez, à la douceur, à l'innocence. Ne dit-on pas doux comme un agneau, innocent comme l'agneau qui vient de naître? D'emblée, on imagine un paysage calme, tranquille, et l'imparfait confirme cette stabilité. Vous vous souvenez, je vous l'ai expliqué en grand-mère. L'imparfait est le temps de la durée qui s'étire. L'imparfait, c'est du temps qui prend son temps. Vous et moi, nous aurions écrit un agneau buvait. La Fontaine a préféré un agneau se désaltérer. 5 syllabes, toujours l'effet de longueur. On a tout son temps. La nature est paisible. Voilà un bel exemple de la magie des mots. Oui, les mots sont de vrais magiciens. Ils ont le pouvoir de faire surgir à nos yeux des choses que nous ne voyons pas. Nous sommes en classe et par cette magie merveilleuse, nous nous retrouvons à la campagne contemplant un petit agneau blanc qui, Jargonos, s'énervait. Ses ongles vernissés de violet griffaient la table de plus en plus fort. « Je vous en prie, mademoiselle, nous n'avons que faire de vos enthousiasmes. » Laurencin jeta un bref regard par la fenêtre, comme pour appeler à l'aide, et reprit. « La Fontaine joue comme personne avec les verbes. Un loup survient, c'est un présent. On aurait plutôt attendu le passé simple, un loup survint. Qu'apporte ce présent? Un sentiment accru de menace. C'est maintenant, c'est tout de suite. Le calme de la première phrase est rompu net. Le danger s'est installé. Il survient. On a peur. Je vois, de l'imprécis, de l'à peu près, de la paraphrase, alors qu'on vous demande de sensibiliser les élèves à la construction narrative. Qu'est-ce qui assure la continuité textuelle? À quel type de progression thématique a-t-on ici affaire? Quelles sont les composantes de la situation d'énonciation? A-t-on affaire à du discours ou du récit? Voilà ce qu'il est fondamental d'enseigner. Le squelette Jargonos se leva. Pas la peine d'en entendre plus. Mademoiselle, vous ne savez pas enseigner. Vous ne respectez aucune des consignes du ministère. Aucune rigueur, aucune scientificité, aucune distinction entre le narratif, le descriptif et l'argumentatif. Mais madame, ces notions ne sont-elles pas trop compliquées? Mes élèves n'ont pas 12 ans et ils sont en 6e. Et alors, les petits Français n'ont pas droit de la science exacte? La sonnerie interrompit leur dispute. Accompagné du principal qui l'attendait dans le couloir, toujours aussi miel et courbette, Madame Jargonos s'en est allée torturer ailleurs. Alors, donc, contrairement à mes habitudes, je ne lirai pas une chanson. C'est donc un article de Garance Meillon que j'ai lu cet été dans Marianne, au mois d'août.
et ça s'appelle Le silence des libraires. Garance Meillon est scénariste et réalisatrice et écrivaine. Je vais y arriver. Le silence des libraires. Je me suis étonnée récemment d'un réflexe, celui de baisser la voix dans les librairies avant de m'apercevoir que la plupart des gens font spontanément la même chose. Une librairie n'est pas une bibliothèque. Les gens, en principe, n'y étudient pas. En apparence, c'est un commerce comme un autre. Pourquoi tant de chuchotements dans ces lieux remplis de livres? Je pousse très souvent la porte des librairies, chaque fois que j'en trouve une sur mon chemin, avant d'y perdre la notion du temps, ce qui occasionne quelques retards dans ma vie. J'ai néanmoins, peu à peu, pris conscience que ces visites régulières, presque quotidiennes, attestent moins une volonté de consulter les ouvrages, et ce, malgré l'actualité littéraire toujours changeante, surtout en cette période de rentrée, que d'un besoin de recueillement. Un recueillement que d'autres peuvent venir chercher dans une église. La comparaison n'est pas hasardeuse. Dans les deux cas, il s'agit d'un lieu chargé de fiction, que celle-ci soit littéraire ou religieuse. Or, tout récit nécessite du silence. Qu'il soit croyant ou non, chacun, en franchissant ses seuils, sait instinctivement qu'il lui faut se taire pour laisser les mots faire leur travail. Et par eux, s'extraire de la réalité pour se retrouver hors de soi, dans une sorte de vacances qui est à la fois celle des lecteurs, des croyants, de l'écrivaine et de l'homme d'église. Sartre explique dans Les Mots qu'il est venu à la littérature parce qu'on lui avait enseigné la structure de la religion et de ses grands récits, sans pour autant qu'il ressente la foi. La littérature fut d'abord chez lui un souffle venu prendre la place d'un autre. Par son éducation catholique, une structure de fiction déjà opérante avait été échafaudée en lui. Pour l'étager, ne manquaient que les mots. Il y en eut beaucoup, et ce ne furent pas ceux de la Bible. Pour écrire, il fallait du silence à cet enfant unique, et c'est ce grand silence que je veux rejoindre moi aussi, chaque fois que je baisse la voix dans une librairie pour ne pas déranger, les autres bien sûr, mais avant tout moi-même. À l'étranger, la vision d'une librairie me rassure, comme si les livres, même dans une langue inconnue, me rappelaient mon appartenance à une certaine branche de l'humanité, celle qui trouve son refuge le plus sûr entre des feuilles de papier. Ce recueillement sans déférence que j'aime dans les librairies du monde entier et qu'elles partagent toutes à différents degrés, d'autres le retrouvent dans les musées. En voyage, quand j'arrive dans un musée, j'ai l'impression d'entrer chez moi, me disait joliment une amie. Le sentiment d'appartenance à un lieu, les murs qui semblent tenir grâce aux livres qui les parcourent de haut en bas, le murmure de la rue laissée à l'extérieur, tout cela m'apparaît maintenant comme une façon d'être au monde à cultiver dans une société qui privilégie le sans contact. Alors on te suit. Oui, un petit moment dans la nature. Si vous fermez les yeux, vous écoutez, vous pourrez peut-être vous y croire. Oui. Ça marche comme ça? Oui. Donc je disais, si vous fermez les yeux en écoutant le texte, vous pourrez peut-être vous y croire. Tu te décides sur un coup de tête. Sortir. Ne plus tourner ces idées noires en boucle. Rejeter la colère. Refuser la tristesse. Ne plus t'inquiéter. T'aérer. Allez, un bouquin, ton appareil photo. Tu ne sais pas où tu vas, mais pourtant tu y vas.
Inutile de rouler pendant des heures. Là, tout près, tu vas trouver ce qu'il te faut. Et tu le trouves. Ce sera ce chemin. Volets de marche pour y accéder. Elles sont trop hautes ou tu es trop petite. C'est comme on veut. Déjà l'effort, mais la tête se vide. Les muscles se chauffent. Petit pas. Tu grimpes, les yeux rivés au sol. Pas le moment de te casser la pipe. Marche après marche. Caillasse après caillasse. Ouf, tu te redresses pour souffler un peu. Et tu arrives à la plateforme au sommet. Oh, éclat de joie, fulgurant. Oh, c'est beau. À te couper le souffle. Tu reprends la marche, le cœur en fête. Oh, facile. Tu longes le verre d'eau. Jeu d'ombre, de lumière. Parfum des plantes exacerbées par la chaleur. Tiens, du chèvrefeuille, du millepertuis. Pose bonheur. Tu humes à plein poumon. Et le chemin monte, mais redescend. Les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Tu domines la rivière. Et les falaises te dominent. Tu marches. Encore. Et puis voilà, tu es au bord de l'eau. Nouvelle pause. Allez, photo. Tu trempes les pieds dans l'eau. Glacé. Mais tenir un peu, parce que c'est bon, ce froid-là. Et puis, sécher au soleil. Te remplir de toute cette beauté. Chointement, frôlement de l'eau sur le corps d'un bateau qui remonte lentement le courant. Vois une libellule. Oh, et ce papillon qui te prend pour une fleur. Tu soupires d'aise et reprends le chemin. Passerelle, escalier. Tu grimpes à nouveau. Photo. Tu repères quelques herbes de la Saint-Jean. Camomille. Camomille sauvage. Millepertuis encore. Le sentier se fait doux. Rectiligne. Et plat maintenant. Oh, nouvel arrêt photo. Et soudain un cri. Il se répète. Encore. Encore. Ah, mais tu le reconnais. Ne plus bouger. Tendre l'oreille. Ça vient de la falaise. Juste en face de toi. Essayez d'apercevoir. En vain. Tous tes sens sont aux aguets. Couleur. Scintillement de l'eau. Brels éclats d'or et d'argent. Papillons, libellules encore. Odeur. Bruit. Le rapace s'est tu. Silence. Suivi du chant de fauvette. Plus rien ne semble t'échapper. Tu es là. Complètement là. Seul. Unique. Multiple. Accord parfait. Merci la vie. Près du micro. Qui là parle de son enfance et de Naples, effectivement. Du quartier Montediglio. De Turin, on apprenait à faire une radio par correspondance. L'épicier vendait des haricots dans des sacs, les olives dans un cornet. Les souliers, dommage de les abîmer et de jouer au ballon avec, c'était mieux pieds nus.
les gens criaient, même de près. Les boulettes en sauce une fois par semaine. L'huile de foie de morue soignait tout. Le soleil arrivait l'après-midi, le ciel était un asile de saints, la mer, une promenade du dimanche. Personne ne disait « je n'ai pas de mots ». Avec le dialecte, on les avait tous. Tout était napolitain, même les cartes à jouer. Les soldats, non, ils étaient américains. Les dents tombées ne revenaient pas. Le froid tuait les vieux, février était le nom d'une épidémie. De ceux que je connaissais, nul ne manquait. Il n'y avait pas de mort. La chose la plus belle à voir était un bateau. La plus précieuse était une librairie. Les mots. Je voudrais vous dire quelques mots. Des mots simples, banals ou banaux, comme vous le voudrez, comme vous voudrez. Il y a tant de mots, des gentils, des méchants, des mots grotesques, abracadabrantesques. Moi, je préfère les mots de tous les jours, les mots de troubadour, pour rire, pour sourire, les mots de tendresse qui vous soutiennent, vous redressent, les « je t'aime à la folie », moi aussi. C'est tellement beau un mot d'amour, pour toujours mon amour. Mais je ne suis pas Cyrano, ce sera mon dernier mot. Ça va? Bon. Alors, je voulais vous amener à la découverte d'un lieu qui n'est pas le Maroc, qui n'est pas Marrakech, qui n'est pas Naples, qui n'est pas la Havane. Plutôt que de vous amener à sa découverte, je voulais vous partager avec vous les premières impressions que j'ai eues en arrivant ici, il y a 2 ans et demi. Banyuls, c'est une petite ville aux allures de village avec ses maisons basses à jardiner. Elle est enclose d'un côté par un demi-cercle presque parfait de monts pointus, de l'autre par l'arrondi du rivage. Un univers en miniature face à l'immensité du grand bleu de la mer et du ciel. La sensation d'immensité, elle vient des collines qui l'entourent parce qu'elles ressemblent à des montagnes avec leur relief acéré auquel s'accrochent les nuages. Elle vient de la puissante tramontane et de ces violentes bourrasques qui donnent le vertige de l'infini. Elle vient aussi de la mer qui se déploie jusqu'au bout de l'horizon. Mais lorsqu'on déambule dans Banyuls, par exemple sous le prétexte de repérer sa vingtaine de caves et autres annexes de dégustation, c'est la sensation de miniature qui vous prend, car ici, les rues les plus longues ont le statut d'avenue, même si elles ne sont que partiellement plantées d'arbres, même si leur dimension ne permet que le passage d'une voiture. Les escaliers et bien des impasses se nomment rues. Et à propos des impasses, dès qu'elles ont 3 maisons, elles conservent dans les mémoires le nom de quartier. Le passage des 9 degrés possède nettement plus de marches, mais moins de paliers. Le fleuve, en partie souterrain, mesure en tout 8 km et demi et se réduit à un mince ruisselet en été. Est-ce pour contrecarrer la petitesse du lieu que l'on pratique autant la redondance sur les enseignes? Par exemple, pendant la pandémie, une statue devant la mairie célébrait les morts décédés du Covid.
un commerçant avait mis en tête d'affiche « Solidarité ensemble ». Voilà, j'arrête. Alors, deuxième extrait, page 14. Je peux prendre le micro? Merci. On retrouve les deux sœurs un peu plus tard. Hein, voilà, ça ne s'arrange pas. Mais bon. J'ai compris. J'achèterai de vraies fleurs la prochaine fois. Quand? Quand je reviendrai. Quand? La prochaine fois. La dernière fois, c'était pour l'enterrement. Mais même si j'habitais à 50 mètres, je ne viendrais pas ici tous les jours. Je suis pas comme toi. J'ai pas besoin de venir là, de fleurir les tombes. Tu es comme les autres, toi. Comme tous ceux qui viennent une fois par an à la Toussaint, pour se donner bonne conscience. 5 minutes par an. 10, 20, si tu comptes le temps qu'ils ont pris pour choisir le chrysanthème. Le premier venu se fera l'affaire. Prends-le quand même double, ça fera plus d'effet. Je viendrai pas à la Toussaint. Tu quand alors? Mais arrête! On dirait elle! Je reviendrai quand j'aurai envie de revenir. Moi j'ai envie de venir tous les jours. Ben Dieu te rendra. Tu viens pas là pour ça, je viens pour changer l'eau des fleurs et voir si elle ne manque de rien. T'as toujours été sa fille préférée, alors maintenant à la caisse, c'est normal. Mais moi, comme je n'étais pas la fille dont elle avait rêvé, je suis dispensée de ces singeries. De ces singeries? Venir faire des grimaces ici tous les jours, j'appelle ça des singeries. Des grimaces? Mais tu vois très bien ce que je veux dire. Ne prends pas cet air offusqué. On dirait la Marie qui parle le jour où elle m'a surprise en train d'embrasser son frère. Tu as embrassé le frère de la Marie Petit Pas? Comme si tu ne le savais pas. Non, je ne le savais pas. Ben, on l'a tout embrassé au moins une fois. Pas moi? Ben évidemment toi. Quoi évidemment moi? Rien. Si, justement. Ben ça t'intéressait pas, c'est tout. Mais si, ça m'intéressait. J'aurais bien voulu qu'il m'embrasse, moi, le frère de la Marie Petit Pas. Mais tu ne l'as jamais dit. Mais je te disais pas tout, figure-toi. C'est dégueulasse. Je te disais tout, moi. Moi, tu parles. Mais tout. Tu m'as jamais dit que tu avais embrassé le frère de la Marie Petit Pas. Ben oui. Toutes. Vous l'avez toutes embrassé. C'est peut-être pas trop tard. Si. Il est parti au Canada. Avant l'histoire du corbeau et le renard, pour ceux qui apprennent le catalan éventuellement, pour ceux qui s'intéressent à la langue de nos ancêtres, je vous offrirai ceci. C'est à scanner, vous scannez le QR code et vous aurez là-dedans la musique, le son, les paroles d'un tas de mots et d'expressions. Donc j'en ai pas énormément, mais ceux qui seront intéressés, je leur offrirai bien volontiers. Alcor Vilaguineo. Le micro. Alcor Vilaguineo. C'est le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette version du corbeau et du renard, je l'ai retrouvée en prose et en catalan. Alors, vous dire l'auteur, je ne sais pas, mais c'est exactement, si on voit le scénario, le corbeau en haut de la branche, le renard affamé dessous, etc., etc., le renard en train de vanter la voix du corbeau. Je ne connais pas l'auteur, mais c'est fidèlement, c'est ce que nous connaissons de la fable de La Fontaine. Era l'estiu i el sol escalfava el camps, mentre una suau brisa feia que l'ambient fos agradable. I aquí hi havia un corb que, a més, estava especialment content. Havia robat un tros de formatge d'una granja veïna i l'esperava un gran banquet. No gaire lluny d'allà hi havia una guineu que buscava alguna cosa de menjar, ja que tenia tanta gana que el seu estómac semblava que roncava. Però, de cop, va veure com a les branques d'un arbre hi havia un corb amb un tros de formatge gegant, tot content. A la guineu, immediatament,
se li va fer la boca aigua veient el tros de formatge i va començar a rumiar la millor manera de prendre-li. I com que la gana cotitza l'enginy, se li va ocórrer ràpidament una idea, així que es va dirigir cap al corb i li va començar a dir: molt bon dia, senyor corb. He vingut de terres molt llunyanes a escoltar el seu magnífic cant, ja que m'han dit que la seva melòdica veu ningú l'iguala. El corb va mirar-se la guineu amb els ulls cada cop més vanitosos, mentre la guineu li afalagava la seva veu i explicant les meravelles que d'ella escoltaven. Així que el corb va inflar el pit i es va disposar a cantar. Però només obrir el bec, el tros de formatge que hi duia va caure directament on era la guineu, que no va perdre temps a endur-se'l a un lloc més tranquil i menjar-se'l mentre reia del corb per vanitós. Però el corb va aprendre la lliçó. Més val no fer cas d'aquell que afalaga sense motiu concret. Un texte qui s'appelle Ce soir, stasera, parce que je n'ai pas signalé le livre est bilingue. Et je vous le dis en français. Ce soir donc, je suis ce soir avec vous pour vous dire, dans cette salle siège une part d'assassins, de voleurs, de menteurs, de suicidaires. Et moi, je suis frère du pire qui est dans un homme, en moi et en chacun, tel un frère jumeau. Je ne suis pas le juge du fils de mon père, je ne suis pas son gardien. J'aime celui qui soudain a honte, jette ses mains sur son visage et ainsi expie. Ce soir, parmi nous, moi j'aime l'ivrogne qui perd le chemin de sa maison. Comme je viens de le dire et que je l'avais déjà signalé, Sophie est trisomique à la trentaine et ça ne m'a pas empêché d'écrire des textes. J'ai corrigé l'orthographe, la mise en scène si vous voulez, mais les textes sont d'elle. Alors c'est très court. Dis-moi, j'ai raté beaucoup d'histoires, comme celle des choses qui font rire, ou celle de la petite princesse qui s'enfuit dans la mer, vers une nouvelle vie. Moi, j'ai raté la mienne. Dis-moi si tu le penses. Dis-moi si c'est grave. Dis-moi si tu m'aimes. Dis-moi. Alors, le temps sur le micro. Ah oui, pardon. Merci. Ah oui. J'ai quelqu'un, c'est Michel. Michel? Toi, tu couches avec Michel? Ça alors? Et depuis quand? 6 ans. 6 ans? Et tu n'as rien dit? Un oubli. Le frère de la Mariquipa, c'est le seul truc que je t'ai pas dit. C'est ce que tu dis? Mais j'ai embrassé le frère de la Mariquipa une fois, rien qu'une fois, j'avais 12 ans derrière l'église. Toi, ça fait 6 ans que tu couches avec Michel, t'aurais dû me le dire. Je te l'ai pas dit parce que je ne pouvais pas. Pourquoi tu m'en parles maintenant alors? Je ne sais pas. Tu es ma soeur, il fallait que je te le dise. Au bout de 6 ans? Au bout de 6 ans. Tu dis rien, tu me jures. Je serais muette comme une tombe. Elle le savait? Personne. Tu lui as rien dit?
Michel Boyard, ça alors. Et tu m'as menti pendant 6 ans. Je t'ai pas menti, je t'ai caché la vérité. Tu m'as menti. Je t'ai menti. Ben vas-y, raconte. On se croisait souvent à la bibliothèque. À la bibliothèque? Il savait pas lire en 3e. Il a appris à l'armée. Oh! On parlait littérature. Littérature? Littérature, oui. On s'échangeait des livres, on parlait à la bibliothèque. Et puis je l'ai invité chez moi, de fil en aiguille. De fil en aiguille? De fil en aiguille. Et c'est comment la couture avec lui? Normal, très bien en fait. Il va divorcer? Non, pourquoi? Pour venir avec toi. Je ne veux pas qu'il vive avec moi. Tu l'aimes pas? Je ne veux ni laver, ni repasser ses chemises. Je laisse ça à sa femme. Et toi, tu prends ce qui reste. Michel Boyard. La dernière fois que je l'ai vu, il devait avoir les 25 ans. Bon, il était pas trop mal. Il perdait pas un peu ses cheveux. Tous tombés. Il n'a plus de cheveux. Et qu'est-ce que tu lui trouves alors? On s'en fiche des cheveux. Mais tu rêvais pas d'un prince charmant? T'en connais beaucoup, toi, des princes charmants sans cheveux. À part Shrek. Albert de Monaco. Albert de Monaco. C'est pas un prince, ça. Peter O'Toole dans Laurence d'Arabie. Ça, c'est un prince, un vrai. Avec du mystère, des cheveux et un cheval. Michel aussi, un cheval. Il est gentil. Moi, je l'ai caressé une fois. Mais Michel, pas son cheval. Oui, il est très gentil. Et ça te suffit. Et tu sais quoi? Il a un frère, Jean-René. Tu te souviens de lui? T'essaierais pas de me caser, là? Non.